Merci Elsa, effectivement, le voilà, Une phobie française, livre paru ces derniers jours. Thomas Thévenoud, à propos de ce livre, c'est quoi? C'est une psychothérapie ou c'est une opération de retour en politique? Non, parce que l'opération de retour en politique, d'abord, j'ai pas quitté la politique, je suis resté député. Mais vous n'étiez plus dans la sphère médiatique, sur les plateaux voilà. Non, parce que j'ai considéré qu'il fallait d'abord que je m'occupe de la circonscription, ce que j'ai fait. Oui, il y a un aspect d'explication, et je dis dans ce livre que j'essaye de creuser à l'intérieur de moi pour comprendre. Mais l'opération de communication politique, vous savez, en 2017... Parce que c'est ce que tous les gens nous ont dit, je vous l'ai dit en ouverture, on a reçu plein de messages sur les réseaux sociaux en disant non mais vous lui donnez la parole parce qu'il veut se refaire une image, se refaire une virginité, c'est ça que vous êtes en train de faire? Mais les gens, ils n'oublient pas, d'ailleurs on l'a vu dans les reportages, les gens, ils n'oublient pas, vous savez, ils ont de la mémoire. Simplement, ils jugent le bonhomme avec ses qualités et ses défauts. Et en 2017, ça sera stop ou encore. Stop ou encore, vous connaissez l'émission. Si les gens veulent encore, ça sera bien. S'ils veulent plus, eh bien, je ferai autre chose. Puis c'est comme ça. Et puis c'est la vie. Et puis ça sera peut-être très bien pour moi si je suis battu. Ou au contraire, les gens diront, il a fait du boulot, donc on lui accorde une deuxième chance. Mais finalement, ce sont les électeurs qui m'ont choisi, qui m'ont permis d'aller justement sur ce petit manège qui tournait de plus en plus vite. Bon, s'ils veulent plus, ils me retirent leur confiance. Ça vous fait pas peur, une campagne, après tout ce qui a été dit sur vous, d'aller affronter les gens Non, ça me fait peur parfois pour ceux qui m'entourent, ceux qui me soutiennent, mes soutiens, mes amis, mes collaborateurs, mon équipe qui est restée fidèle. Votre famille en pense quoi, que vous y retourniez? Ma famille est partagée. Partagée parce que, ma mère, j'ai la chance d'avoir des parents jeunes. Mon père habite Salornay, dans la circonscription. Il est plutôt favorable à ce que j'y retourne. Ma mère, un peu moins. Mon épouse, elle est partagée. On en discute. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais ça, c'est la vie. Mais si vous voulez, moi, à partir du moment où j'ai gardé mon mandat, ne pas se représenter, c'est se défiler. C'est trop facile. Moi, j'ai pas peur des gens. Si j'avais peur des gens, j'aurais pas fait ce livre. Je l'aurais pas appelé Une phobie française. J'assume mes fautes. D'ailleurs que tout le monde assume. J'ai fait des fautes, mais enfin, je suis pas le seul en politique à avoir fait des fautes. Des fautes morales ou des fautes politiques. Certains ont fait des grosses erreurs politiques pendant ce quinquennat. Donc ils les assument. Moi, je me représente et puis les gens choisissent. On a senti Jérôme Durain, qui est actuellement sénateur de Saône-et-Loire, qui a été longtemps le premier fédéral du département, donc qui connaît parfaitement les arcanes de son département. On le sent un petit peu tendu sur l'interview, parce que la question qui se pose dans votre département, c'est est-ce que le Parti socialiste, vous n'en êtes plus, va présenter un candidat sur cette circonscription? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ce serait normal, puisque vous ne faites plus partie du Parti socialiste? Ou vous pensez qu'en réalité, vous défendez toujours leurs idées et que donc il serait logique de ne pas vous mettre quelqu'un en face de vous? Je comprends que le Parti socialiste soit un peu dans une situation d'inconfort. Bon, mais moi, je suis toujours de gauche. Je n'ai pas changé, je ne suis pas passé à droite parce que je paye mes impôts en temps et en heure. Bon, je suis un député de gauche, qui reste de gauche, c'est-à-dire convaincu que la gauche peut apporter de l'espoir à ce pays, notamment à la jeunesse de ce pays. Voilà, on en parle beaucoup de la jeunesse en ce moment. Mais je suis libre. Je suis libre. Voilà. Et je ne veux plus d'étiquette. On m'en a suffisamment mis sur le crâne pour ne pas en avoir une supplémentaire. Le PS fera bien ce qu'il veut. En fait, c'est extrêmement malin ce que vous faites. Ce sera une bonne idée de ne pas être étiqueté PS aux prochaines législatives, puisque c'est la Bérésina qui s'annonce. Je ne sais pas si c'est malin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si je pouvais revenir en arrière, je reviendrais en arrière. Mais on ne va pas me demander maintenant, moi, d'appliquer à la lettre toutes les directives de Solferino, alors que j'ai été viré du jour au lendemain comme un malpropre. Donc, on m'a viré. J'ai retrouvé une forme de liberté. Ça veut dire qu'il y a des choses que je n'accepte pas. J'ai voté contre la loi sur le renseignement, j'ai voté contre la déchéance. Je pense que la loi El Khomri, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Christophe Sirugue, le député de Châlons, fait un travail remarquable, je veux le dire là sur votre antenne. Il essaye de faire atterrir cette loi pour qu'elle soit quand même un peu plus compatible avec le droit des salariés. J'ai rencontré la CGT encore jeudi, il y a encore du boulot. D'ailleurs, il l'explique, Christophe Sirugue. Bon, mais on ne va pas me demander de tout voter et d'être un godillot après ce que j'ai subi. Je suis de gauche et je suis libre. Vous avez dit grosse faute. Est-ce que, de votre point de vue, il est raté, ce quinquennat, Thomas Thévenoud? Non, il y a eu des choses bien. Il y a eu des choses qui ont été faites qui sont bien. Moi, je pense qu'il y a la question du chômage. Quand la jeunesse est dans la rue avec un gouvernement de gauche... Et quand on a fait de la jeunesse la priorité du quinquennat.
quand on a fait de la jeunesse priorité du quinquennat. Je pense qu'il y a 2 problèmes. En effet, la jeunesse et le chômage des jeunes. Ça renvoie à la sempiternelle question de la courbe du chômage. Et il y a la question européenne. Le président de la République, François Hollande, a été élu pour changer l'Europe, pour réorienter la politique européenne. Or, moi, je constate que le merkelisme, 5 ans après, a encore gagné. Donc, je pense qu'en matière européenne, on n'a pas assez changé les choses. Voilà. Une Europe plus sociale, une Europe où l'harmonisation fiscale et sociale fait en sorte qu'on ne se fait pas concurrence les uns et les autres. Une Europe qui se protège, qui protège son appareil productif et industriel. Des questions que Montebourg a mis dans le cœur du débat. Vous anticipez ce que j'allais vous dire. On vous entend, on a l'impression d'entendre Arnaud Montebourg. Non, parce que Macron dit la même chose. Regardez ce que dit Macron. Macron dit des choses sur le redressement productif. Alors, il n'emploie pas l'expression de Montebourg, parce que redressement productif, c'est presque une marque déposée par Arnaud Montebourg. Mais Macron dit des choses qui vont dans le même sens. Et tout ça, ce sont des questions européennes qui se jouent à l'échelle européenne. Donc, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas renversé la table à un certain moment en matière européenne. Vous suivriez Emmanuel Macron ? Ça vous intéresse, cette initiative ? Parce qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de députés qui, d'ores et déjà, on ne le sait pas, mais sont dans l'organigramme derrière Emmanuel Macron. Non, moi, écoutez, je vais suivre évidemment les débats, la primaire. Je pense qu'il y aura une primaire à gauche et que, de fait, elle s'imposera, même au président de la République et la présidentielle. Et évidemment, j'aurai des préférences et je les exprimerai. Il y aura Arnaud Montebourg à cette primaire ? Il y aura Arnaud Montebourg à cette primaire ? Mais s'il y a une primaire... Moi, je souhaite qu'il soit candidat, mais je ne suis pas son porte-parole. Vous étiez à Frangy le jour où tout a explosé. C'est d'ailleurs un peu à cause de ça que vous vous êtes retrouvé ministre derrière. Non seulement j'étais à Frangy, mais j'étais entre Arnaud Montebourg et Benoît. Bon, c'est ce que je raconte dans le livre. Ouais. Et je sens que les choses basculent au cours de l'après-midi de Frangy, parce qu'il reçoit des SMS de Matignon et ils sentent eux-mêmes que le sol est en train de se dérober. Mais c'est aussi une façon pour Arnaud Montebourg, que je connais très bien, de réinventer sa vie. Lui aussi est en train de réinventer sa vie. Vous voyez qu'on se pose tous des questions à un certain moment quand on est dans la politique et quand on a la lucidité et la conscience qu'il faut prendre un peu de distance. Une phrase du livre, c'est la dernière. On avait envie de vous demander ce qu'elle veut dire. Le livre se termine par « Rien ne presse vraiment ». Ça veut dire, on doit le comprendre comment ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de remonter sur le manège comme un fou et de repartir comme en 40. Voilà. Rien ne presse vraiment. Moi, j'avais un problème de retard, un problème avec le temps qui allait trop vite dans ma vie et qui me faisait oublier un certain nombre de mes obligations. Rien ne presse vraiment. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de choisir ce qu'on va faire pour les 10 années qui viennent. La vie, c'est aussi ça. Elle est belle parce qu'elle est incertaine. Elle est pleine d'incertitudes. Et pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce que je vais devenir en 2017 et ça me rend presque heureux. Si vous n'êtes pas élu aux législatives de 2017, le Thomas Thévenoud de la décennie suivante s'imagine comment ? J'ai quelques idées. Allez. Vous voulez que je vous en donne ? Peut-être, je ne sais pas. Il se trouve Arnaud Montebourg nous a dit... il y a quelques mois, j'étais avec ma famille à Madrid et dans la capitale espagnole, il n'y a aucune épicerie fine de produits français. Non, mais vous riez, mais c'est vrai. Non. J'allais chez des amis espagnols et je voulais leur offrir une bouteille de Bourgogne. Bon, alors, impossible. J'ai appris qu'au moment des fêtes, c'est l'ambassade de France qui ouvre un comptoir pour foie gras, champagne. Ben voilà. Épicier à Madrid avec évidemment des vins de Bourgogne. Il n'y aura peut-être pas que du Bourgogne, parce que des vins de Bourgogne, des fromages de chèvre, du Mâconnais, voilà, des choses simples. Mais vous préféreriez être Thomas Thévenoud député en 2017 ? J'en sais rien. Je sais pas ce que j'aime la politique, c'est toujours une passion. Je me bats tous les jours. Parce que vous le racontez dans le livre, vous faisiez des petits enfants, vous faisiez des photos de François Mitterrand lors de ses déplacements. Oui. Donc, grandir avec la politique, rêver de politique et finalement tomber à travers la politique, ça fait encore aimer la politique. Mais il y a un ailleurs. Si j'ai écrit ce livre et que j'ai écrit du début jusqu'à la fin, c'est pour explorer un ailleurs. C'est la première fois que j'écris un livre. C'est pas facile d'écrire un livre. Il faut monter des chapitres, trouver un rythme, une voix, un ton. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai déjà exploré un monde que je ne connaissais pas, l'écriture. Et ça m'a fait du bien, pas seulement parce que j'ai creusé en moi-même, mais aussi parce que j'ai appris des choses. Comment monter un récit, comment essayer de tenir le lecteur jusqu'au bout.
lui faire comprendre les choses. Et à la fin, parce qu'il faut savoir finir un livre, j'ai voulu que la fin soit incertaine, indécise, à l'image de la vie que j'ai aujourd'hui. Vous parlez de vos filles dans le livre. Il y a une scène très drôle, il faut dire, où elles se demandent si vous ne pourriez pas avoir une coupe, parce que vous avez été le fatal plus bref. Aujourd'hui, elles ont grandi depuis quand même. Quel regard elles portent là-dessus? Elles ont grandi, nous on a grandi aussi avec elles. Moi aussi j'ai grandi à travers cette épreuve. Elles savent ce que le nom de Thévenoud porte en lui. Les filles Thévenoud, comme elles se font appeler à l'école. Ouais. Mais voilà, je crois qu'elles sont... je ne sais pas si je dois le dire, mais je pense qu'elles sont fières aussi d'être les filles Thévenoud, comme vous dites. Enfin, en tout cas, j'espère. Il y a un jour où elles vont m'engueuler. Hein. Il y a un jour où, quand je vais leur rappeler leurs obligations, quand elles seront ados, j'imagine qu'il y en a une des deux, je sais même déjà peut-être laquelle, qui va me dire, écoute papa, franchement, t'as déconné, quoi. Elle aura ce livre pour essayer de comprendre. Vous avez toujours les mêmes amis? Non, j'ai changé. Il y en a quelques-uns que j'ai gardés et d'autres qui sont apparus. Puis il y a des gens qui sont... Je disais, il y a des gens qui sont en dehors du cercle politique, qui sont venus me rencontrer et qui m'ont adressé des messages d'amitié. Puis j'ai plein d'amis dans la circonscription qui sont restés là et qui s'expriment pas, mais qui sont toujours là, parce qu'ils savent que, voilà, en tant que député, je fais mon boulot. Donc, vous savez, les amis en politique, c'est pas toujours là où on croit. Hein. Quel regard vous portez sur le Thomas Thévenoud d'avant, aujourd'hui? Vous y pensez souvent? Ce livre vous a permis de... je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui nous ont appelés ou qui nous ont dit, mais vous savez, le Thomas Thévenoud d'avant, il était dur, il était... En gros, entre guillemets, c'est bien fait pour lui, ce qui lui est arrivé, quoi, d'une certaine manière. J'étais un type très ambitieux, à la fois très ambitieux, très énergique. En même temps, je faisais du boulot, hein, quand même. Hein. J'étais actif. C'est aussi pour ça que j'ai été pris au gouvernement. C'est pas complètement par hasard. Hein. C'est aussi parce que j'avais marqué mon arrivée. Mais ce Thomas Thévenoud-là, il a disparu. Il a été éjecté du manège. Donc il est à la fois en moi, et il y en a un autre qui est en train de naître. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un autre député bourguignon, c'est Laurent Grandguillaume, qui fait avec les taxis maintenant, qui a pris votre suite. Vous parlez souvent? Oui, bien sûr. On se parle souvent parce que je connais un peu le sujet des taxis et Laurent est un type formidable. C'est un très très bon député de cette génération. Vous rechutez parfois face à une enveloppe? Non, j'ouvre mes enveloppes et je paye mes factures. On vous a reproché il y a quelques jours de ne pas avoir payé. Oui, mais j'ai reçu la facture mardi matin, je l'ai payée mardi à midi. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a cru bon envoyer la facture en parallèle au Canard enchaîné. Moi, si le Canard enchaîné veut fouiller les poubelles de la maison, il n'y a pas de problème. Si même il y a un journaliste du Canard enchaîné qui veut venir à la maison dormir, il y a une place sur le canapé. Il sera le bienvenu, on lui fera du thé et il pourra regarder si on paye les factures. Moi, voilà, j'ai changé. Vous n'avez plus la pochette noire? Non, la pochette à procrastination. C'est une pochette noire avec une étoile rouge et dedans, il y avait des enveloppes. Mais il n'y a pas que moi, vous savez, autour de vous, faites le sondage. Il y a des gens qui mettent dans des pochettes, dans des boîtes à chaussures. Bon, ils s'arrangent avec la réalité. Ils s'arrangent ou ils ne s'arrangent pas d'ailleurs avec la réalité. Mais la pochette, non, n'existe plus et les enveloppes sont ouvertes tous les matins. Merci Thomas Thévenoud d'être venu sur un plateau bourguignon. Vous avez fait beaucoup de plateaux parisiens et on était content de vous avoir aussi sur un plateau bourguignon, même si, il faut le redire, tout le monde n'a pas forcément apprécié qu'on veuille entendre ce que vous aviez à nous dire, mais on avait souhaité le faire tout de même. Merci à vous. Samedi prochain, rendez-vous ici même pour un nouveau numéro de La Voix est libre.